Lorsqu'un garde-côte aperçoit un mouvement sur une île isolée, il regarde de plus près et ne peut s'empêcher de crier « Non, impossible ». Le lieutenant Riley Bichet avait traversé de nombreuses situations difficiles au cours de ces 10 années dans les garde-côtes américains, mais aujourd'hui devait être une journée facile. Une simple patrouille au-dessus du Pacifique, rien de plus. L'itinéraire les mènerait près de l'île de Piccolo, une île corallienne isolée située à environ 160 miles au nord-est des îles principales de Yap. Connue pour sa beauté intacte et son isolement total, l'île n'avait presque jamais de visiteurs. Alors que Riley ajustait légèrement sa trajectoire, l'appareil glissa au-dessus de cette étendue de terre déserte. Il observa le sable blanc éclatant, cette fine ligne où la mer rejoint le ciel. Puis quelque chose attira son attention, un léger mouvement, à peine visible parmi les arbres. Au début, Riley n'y prêta pas attention, pensant à un jeu de lumière ou peut-être un oiseau. Mais en s'approchant du rivage, ses yeux se posèrent sur le sable juste après la lisière des arbres. Là, gravé dans le sable immaculé en grandes lettres désespérées, se trouvait un immense SOS tracé sur la plage. « Regarde ça !» La voix de Riley devint plus vive alors qu'il pointait du doigt son copilote, le lieutenant Justin Dory. « ASS. Quelqu'un est en détresse là-bas. » Les yeux de Justin s'écarquillèrent tandis qu'il se penchait pour mieux voir. Ce n'est pas un message laissé au hasard. Ils sont coincés, ou pire. Riley ajusta les commandes, ralentissant l'hélicoptère tandis qu'il descendait en cercle. On va signaler ça et lancer les équipes de secours, mais regardons d'abord de plus près. Voyons à qui on a affaire. Justin hocha la tête, déjà en train de saisir la radio. À mesure que l'appareil descendait, le mouvement qui avait attiré l'attention de Riley devint plus clair. Près du centre de l'île, il aperçut quelque chose d'indéniable. Des gens. Et, regarde ça, lança Riley à Justin, le cœur battant, une boule se formant dans son estomac. Il ne devrait y avoir personne ici. L'île de Piccolo est sans enserraprochant, le coeur de Riley se serra. 3 silhouettes sur l'île agitaient les bras frénétiquement, leur corps maigre et épuisé visible même depuis les airs. Leurs gestes étaient désespérés, remplis d'une urgence brute qui donna des frissons à Riley. Un petit bateau était échoué sur le sable. Non, non, murmura-t-il. On dirait qu'ils sont là depuis longtemps. L'appareil des garde-côtes tourna au-dessus de l'île tandis que Riley Bichet et son équipage fixaient la scène en contrebas. Les 3 naufragés, une femme et 2 hommes, agitaient les bras de toute leur force pour attirer l'attention de leurs visiteurs inattendus. Vus d'en haut, leurs silhouettes amaigries et leurs vêtements en lambeaux montraient clairement qu'ils étaient coincés là depuis un bon moment. Le choc initial de Riley laissa rapidement place à un profond sentiment d'urgence. Ces personnes avaient besoin d'aide, immédiatement. Ce n'était pas un endroit où un être humain pouvait vivre longtemps. « Il faut les sortir de cette île maintenant », déclara Riley d'une voix ferme. Leur état n'a pas l'air bon. Mais à peine avait-il fini sa phrase qu'un coup d'œil à l'horizon lui fit comprendre que la situation allait se compliquer. Le ciel, autrefois dégagé, s'était assombri en moins d'une demi-heure. Riley distinguait clairement les signes d'une tempête approchante. De lourds nuages s'amoncelaient rapidement, apportant des rafales de vent qui secouaient l'appareil. Justin remarqua lui aussi le changement. « Riley, on a un problème qui arrive du sud-ouest », dit-il en vérifiant le radar météo. Un front orageux rapide. Ça pourrait être sérieux. La machoide de Riley se crispa. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il, bien qu'il devinait déjà la réponse. Justin consulta les instruments. Environ 30 minutes avant que ça frappe. Si on reste trop longtemps, on sera en plein dedans. Ça arrive plus vite que prévu. Riley serra les commandes, l'esprit en ébullition. Les naufragés avaient besoin d'aide urgente, mais tenter un sauvetage dans ces conditions devenait dangereux, autant pour l'équipage que pour eux. Les vents déjà forts rendaient l'utilisation du treuil difficile, voire impossible. Et avec la tempête qui approchait, les vagues autour de l'île grossissaient, rendant tout amérissage impossible. Le soutien aérien nécessaire à un sauvetage sécurisé ne pourrait pas intervenir dans ces conditions. « Larguez une radio et des provisions d'urgence », ordonna Riley. « Il faut les maintenir en vie jusqu'à notre retour. » L'équipage prépara rapidement un paquet contenant de la nourriture, de l'eau, du matériel médical et une radio bidirectionnelle, solidement attachée pour résister à la chute. Riley fit un cercle, stabilisa l'appareil à basse altitude au-dessus d'une zone dégagée, et le paquet fut largué. Il atterrit sur le sable, à courte distance des naufragés, qui se précipitèrent pour le récupérer. Alors que les 3 personnes ouvraient le colis, une voix grésilla dans la radio. « Vous nous entendez » demanda Riley dans son micro, la tension palpable dans sa voix. La réponse est revenue, faible et tremblante. « On vous entend. Merci. S'il vous plaît, aidez-nous. » « Ici les garde-côtes américains, » dit Riley, en gardant une voix stable malgré la pression qui montait dans sa poitrine. « Nous sommes là pour vous aider, mais une tempête arrive. Nous devons retourner à la base, mais nous reviendrons dès que la tempête sera passée. Nous avons largué des fournitures d'urgence pour vous aider à passer la nuit, de la nourriture, de l'eau et une trousse médicale. » Le silence qui suivit était rempli de parasites. Puis la même voix revint, lourde de désespoir. « Non, ne nous laissez pas, s'il vous plaît. Nous sommes ici depuis 33 jours.
à manger tout ce que nous pouvons trouver, des rats, des noix de coco, et à boire de l'eau de pluie. Mais la glycémie de Rita est très basse. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît. Riley avala difficilement sa salive, une vague de culpabilité lui tordant l'estomac. Nous n'avons pas le choix, dit-il d'une voix tendue. La tempête se rapproche, et il est trop dangereux de tenter un sauvetage maintenant. La tempête approchante se manifesta encore plus clairement. Des rafales de vent frappaient plus fort, faisant secouer l'appareil, et Riley pouvait voir les naufragés trébucher alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber sur le sable. La température sembla chuter en quelques secondes, l'air désormais lourd de l'électricité de la tempête à venir. Riley, on doit y aller, dit Justine d'un ton urgent. La visibilité va chuter, et nous ne pourrons plus naviguer en sécurité si nous ne prenons pas de l'avance sur cette tempête. Riley hésita un instant, les yeux fixés sur les silhouettes en contrebas qui s'accrochaient aux provisions comme à une bouée de sauvetage. Puis, à contre-cœur, il éloigna l'appareil de l'île. Il jeta un dernier regard en arrière, observant les nuages sombres se refermer comme un rideau, avalant le minuscule point de terre. L'averse s'abattit quelques instants plus tard, violente et incessante, masquant même l'océan. Un sentiment d'impuissance le rongeait. Laisser les naufragés derrière lui semblait injuste, mais la tempête ne leur laissait pas le choix. Toute tentative de descendre un treuil de sauvetage dans ces conditions aurait été imprudente. Les vents violents auraient fait fouetter le câble de manière imprévisible, rendant impossible la sécurisation de quelqu'un. Une opération de hélitreuillage aurait pu projeter un naufragé ou même un membre d'équipage dans l'océan ou contre le flanc de l'appareil. Alors qu'il retournait à la base aérienne d'Anderson, à Gam, à environ 800 km de là, Riley ne cessait de revoir la scène dans sa tête, les silhouettes désespérées au sol, leurs appels à l'aide à peine audibles à travers les interférences. Ce n'était pas seulement le danger technique de la tempête qui pesait sur lui. C'était l'aspect humain, savoir que 3 personnes luttaient pour leur vie, et qu'ils venaient de s'éloigner. Le seul réconfort de Riley était de savoir qu'ils avaient laissé aux naufragés suffisamment de provisions pour passer la nuit. Des patrouilles supplémentaires et des hélicoptères de soutien étaient déjà en cours d'organisation pour le lendemain. 3 heures plus tard, lorsque l'appareil atterrit à la base, la pluie martelait les vitres de l'aérodrome. Riley descendit du cockpit, sentant le vent froid fouetter son visage. Il savait que dans les heures à venir, il resterait éveillé, incapable de se débarrasser du sentiment que, quelque part là-bas sur cette île isolée, 3 vies étaient en suspens affrontant. Riley n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image hantante, les silhouettes émaciées agitant les bras pour appeler à l'aide. Et il se demandait comment ils avaient réussi à survivre si longtemps dans un environnement aussi hostile. La transmission radio avait laissé entendre à quel point la situation était grave, déshydratation, famine et exposition constante aux éléments. Il imaginait leur lutte quotidienne pour trouver juste assez pour tenir. Il fit le débriefing avec l'équipage, qu'il écouta attentivement tandis qu'il décrivait l'état des naufragés. Justine secoua la tête. C'est incroyable qu'ils aient tenu aussi longtemps. La chaleur, le manque d'eau potable, cela aurait brisé la plupart des gens. Les gardes-côtes se préparèrent à envoyer des hélicoptères pour surveiller l'île pendant la nuit, larguant des provisions supplémentaires si nécessaire tout en élaborant un plan de sauvetage complet pour le lendemain. La mission était désormais claire, sortir ces personnes de l'île le plus rapidement possible. La nuit fut agitée pour Riley. Allongé dans sa couchette, l'esprit fixé sur la scène désespérée de l'île, il pensait à la manière dont les naufragés avaient réussi à rester en vie si longtemps uniquement grâce à leur volonté. Il devait être terrifié chaque fois que le ciel s'assombrissait, chaque nuit un rappel que les secours pourraient ne jamais arriver. Au milieu de la nuit, Riley se réveilla d'un sommeil agité et sortit sur l'aérodrome, où une légère brise faisait bouger les arbres. Il observa un hélicoptère revenir d'une mission de ravitaillement, le pilote descendant de l'appareil avec un air fatigué. « Ils tiennent le coup », rapporta le pilote. « Mais à peine. Nous devons les évacuer dès demain matin. » Riley ressentit un sentiment d'urgence, comme si le temps lui échappait à chaque instant. Le terrain difficile de l'île, combiné à l'état affaibli des naufragés, signifiait que réussir le sauvetage ne serait pas une tâche facile. Chaque détail devait être parfait. Le lendemain matin, le temps s'était suffisamment amélioré pour que Riley et l'équipage lancent l'opération de sauvetage. L'hélicoptère vola bas au-dessus de la mer agitée, le vent poussant contre l'appareil alors qu'il approchait de l'île de Piclo. Les mains de Riley serraient fermement les commandes, les nerfs à vif alors qu'il se préparait à la tâche dangereuse à venir. L'hélicoptère planait au-dessus de l'île, les naufragés paraissant encore plus faibles sous la lumière crue du jour. Leur peau était pâle, leurs yeux creux, et les vêtements sur leur dos pendaient comme des haillons. La poitrine de Riley se serra lorsqu'il vit la femme trébucher vers l'avant, ses mouvements lents et instables. Ils abaissèrent le treuil, envoyant un harnais pour hisser chaque personne en sécurité. Le premier homme, les mains tremblantes d'épuisement, s'accrocha au harnais tandis qu'il était remonté. Lorsque l'équipage de l'hélicoptère le fit entrer, sa respiration était superficielle, son corps tremblant de soulagement et de fatigue. Ensuite vint la femme. Le pouls de Riley s'accéléra alors qu'elle luttait pour s'installer dans le harnais. L'équipage dut abaisser le treuil plus prudemment pour elle, car ses mouvements étaient faibles et maladroits. Lorsqu'elle fut soulevée dans les airs, elle semblait presque sans poids, une silhouette fragile suspendue entre la vie et la mort. Lorsqu'elle atteignit l'hélicoptère, les médecins vérifièrent immédiatement ses signes vitaux et commencèrent un traitement d'urgence.
Le dernier homme fut remonté avec difficulté, son corps se balançant au rythme du treuil. Lorsqu'il s'effondra enfin sur le sol de l'hélicoptère, ses yeux étaient rouges et brillants, mais un léger sourire apparut lorsqu'il murmura « Merci ». L'hélicoptère se dirigea à toute vitesse vers la côte, transportant sa précieuse cargaison. Riley resta proche des naufragés, surveillant leur état pendant que les médecins s'efforçaient de les stabiliser. La femme était dans l'état le plus critique, sa respiration toujours faible et son pouls fragile. Les médecins lui administrèrent du glucose pour augmenter sa glycémie, tout en surveillant. Les deux autres hommes étaient allongés sur des brancards, buvant de l'eau lentement tandis qu'ils reprenaient des forces. L'un d'eux, la voix rauque, tenta d'expliquer ce qu'ils avaient traversé. Nous avons été pris dans une tempête et avons consommé presque tout notre carburant en essayant de lutter contre elle. Nous avons dérivé. Nous pensions que nous... Riley hocha la tête, le visage sérieux. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous emmener à l'hôpital. À mesure qu'ils se rapprochaient du continent, la vue du littoral remplit Riley de soulagement. Le cauchemar des naufragés touchait presque à sa fin, et ils allaient bientôt recevoir les soins dont ils avaient désespérément besoin. L'hélicoptère atterrit dans un centre médical, où médecins et infirmiers accoururent pour les accueillir. Riley aida à installer les naufragés sur des brancards, son regard s'attardant sur la femme. Elle était à peine consciente, mais les médecins l'assurèrent qu'elle était stable. C'est un miracle qu'ils aient survécu à cela, déclara l'un des médecins en secouant la tête, incrédule. Dans les jours qui suivirent, les naufragés commencèrent lentement à se rétablir à l'hôpital. Riley leur rendit visite, espérant en apprendre davantage sur ce qu'ils avaient vécu. Les détails arrivèrent par fragments, morceaux d'une histoire terrifiante qui laissait encore de nombreuses questions sans réponse. Ils expliquèrent qu'ils avaient quitté Pulawa pour rejoindre l'atoll de Pula à bord de leur skiff de 23 pieds, mais qu'ils étaient tombés à court de carburant et avaient dérivé hors de leur trajectoire. Finalement, ils trouvaient refuge sur la minuscule île inhabitée de Piclo, à près de 125 miles de leur point de départ. Pendant des semaines, ils avaient survécu en construisant un abri rudimentaire et en attrapant tout ce qu'ils pouvaient trouver pour se nourrir. Chaque jour était une lutte pour tenir bon, et il y eut des moments où ils pensaient vraiment ne pas s'en sortir. L'état de la femme s'était aggravé, laissant les hommes s'occuper d'elle du mieux qu'ils pouvaient. En les écoutant, Riley ressentit un profond respect pour leur force. Leur survie était la preuve de ce dont l'endurance humaine est capable, un refus d'abandonner, même lorsque les chances semblaient impossibles. Malgré tout, ils avaient gardé espoir, et cela avait fait toute la différence. Les gardes-côtes américains continuèrent d'enquêter sur les circonstances du voyage des naufragés, mais pour Riley, les détails importaient peu. Il avait été là pour aider des êtres humains en détresse, et cela suffisait. Pour Riley Bichet et son équipe, ce sauvetage resterait gravé dans leur mémoire pendant des années. La vision de 3 silhouettes frêles agitant les bras depuis une île censée être déserte les avait profondément marqués. C'était un rappel que parfois, les plus petits signes peuvent mener aux plus grands actes de courage. Une incroyable histoire de sauvetage et de résilience humaine. Pensez-vous que vous auriez pu survivre en étant coincé sur une île comme celle-ci? Pourquoi ou pourquoi pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.